Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le monsieur budget, on vous présente comme ça au sein du Rassemblement national. Pourtant, on peut dire, on a le sentiment que vous êtes plutôt réduit au rang de spectateur puisque les négociations pour faire passer ce budget ne se font pas avec vous. Est-ce que vous attendez des concessions de la part du gouvernement sur sa copie initiale ? Vous savez, c'est plus que des concessions, parce qu'il y a malheureusement 19 milliards de hausses d'impôts dans ce budget, surtout sur les classes moyennes et les retraités. Et donc, ce n'est pas des concessions qu'on veut. On ne veut plus prendre un centime de plus à ceux qui travaillent, à ceux qui ont travaillé dur dans leur vie. Et il faut baisser les dépenses, parce que dans ce budget, les dépenses augmentent encore de 28 milliards d'euros, alors que M. Bayrou puis M. Lecornu nous avaient promis de serrer les dépenses, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui. Alors on va parler du fond, mais sur la méthode, vous dites depuis le départ, Marine Le Pen, Jordan Bardella, vous-même, qu'il faut de toute façon censurer ce gouvernement, quelle que soit la copie présentée, quel que soit le Premier ministre qui la présente. Donc, en quelque sorte, je me permets de vous reposer la question, est-ce que vous attendez beaucoup plus que des concessions, si j'ai bien compris, mais le moindre compromis, puisque c'était le mot-clé un petit peu de l'intervention du Premier ministre hier à la tribune. Ah, mais si on peut éviter tous ces impôts pour les Françaises et les Français, on le fera. C'était pas quelle que soit la copie, je me permets de préciser, c'est parce que vous savez déjà quelle était la copie. En fait, vous savez, le budget, c'est très long à faire. Ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais il faut 1 an. Donc en fait, quand M. Lecornu est arrivé, on savait déjà que c'était le budget de M. Bayrou. Et d'ailleurs, la première fois que M. Lecornu a démissionné, il avait déjà déposé son budget au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil d'État. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'Emmanuel Macron et du gouvernement disant que le budget pouvait encore changer. C'était faux. Et d'ailleurs, vous avez vu, pour la suspension de la réforme des retraites, il y a quand même, par exemple, sur les 2 jours fériés, oui. Tout le monde sait que le gouvernement Lecornu n'a pas remis cette mesure dans son projet, par exemple. Oui, parce qu'en fait, elle n'a jamais été dans le budget initial, mais soit... Mais c'était quand même une idée de François Bayrou, recalée, si j'ose dire, par M. Lecornu. Vous avez raison, c'est vrai qu'il voulait imposer en plus 2 jours pas payés, ça aurait été 4 milliards d'impôts de plus sur les Français, mais enfin il en reste 19, vous savez. Donc c'est toujours aussi un peu une méthode de manipulation parfois. Hein. Vous dites, je vais te prendre 25, finalement on prend 19 et on a l'impression qu'on a fait un cadeau. Non, on prend toujours 19 milliards d'impôts français, toujours pareil. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de maîtrise des dépenses. Alors parmi les impôts que, comme vous dites, on voudrait prendre aux Français, il y en a quand même un qui fait beaucoup de débat, je ne sais pas si vous l'incluez dans ces 19 milliards, c'est le projet d'une taxe sur les plus riches. C'est ce qui fait débat depuis déjà plusieurs jours. C'est un levier pour permettre éventuellement à la gauche de ne pas censurer le prochain budget, ou en tout cas le gouvernement actuel. Pourquoi vous, au Rassemblement national, si j'ai bien compris, vous êtes contre cette taxe Zuckman qui viserait à taxer les plus riches, alors qu'on a toujours compris dans votre discours que c'était plutôt une intention que vous aviez? Oui, parce que cette taxe n'est pas crédible. En fait, ils prétendent... les socialistes... Elle est populaire auprès des Français, vous l'avez vu dans les sondages. Vous avez parfaitement raison, parce que je pense que les Françaises et les Français veulent de la justice fiscale. Mais ce que proposent les gauches, ça ne fonctionnera pas pour une raison simple, c'est 15 milliards qui sera essentiellement payé par 10 à 20 milliardaires seulement, et ces gens, ils vont partir. Hein, plus, on estime que ce serait entre 1500, 1000 et 2... Oui, c'est ça, 1500 milliards. Oui, 1500 contribuables pour toute la taxe, mais vraiment l'essentiel de la taxe serait payé par très peu de personnes vraiment très très riches. Donc on pense qu'ils partiront, et c'est pour ça que nous on propose l'impôt sur la fortune financière, qui permettrait une contribution de 4 à 5 milliards sur les plus favorisés, et aussi une taxe très technique sur ce qu'on appelle les rachats d'actions, qui sont des opérations spéculatives. Et qui, selon vous, rapporterait 8 milliards. 8 milliards. Vous l'avez calculé. Comment vous savez que, par exemple, cette taxe Zuckman serait improductive? L'économiste Gabriel Zuckman l'a défendu plusieurs fois en expliquant de façon très chiffrée, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'elle pourrait être efficace. Pourquoi vous savez qu'elle ne le serait pas? Parce que je pense vraiment que les plus fortunés, d'un très petit nombre de gens très fortunés, partiraient à Bruxelles, à Londres, à Milan, en Italie. C'est un risque énorme, et donc ça voudrait dire que, par exemple, on perdrait ceux qui possèdent les grandes entreprises françaises, L'Oréal, LVMH, et l'économie française va très, très mal. Donc il faut de la justice fiscale, et c'est pour ça que vraiment on propose des mesures plus techniques, plus ciblées, que les gauches refusent d'ailleurs, plutôt qu'un peu cette baguette magique. Parce que vous savez, je pense que les Françaises et les Français qui nous écoutent, ils savent que s'il suffisait d'une baguette magique pour avoir 15 milliards d'euros qui sortent des plus fortunés, ça aura déjà été fait dans le monde, et ça n'a jamais été fait, parce que malheureusement, c'est pas aussi simple. Je le regrette, hein, mais vous savez, maintenant, le monde est ouvert, et nous sommes aussi en concurrence avec nos voisins. Mais est-ce que vous admettez qu'il y a quand même un petit tournant dans la doctrine et dans le discours du Rassemblement national? J'ai écouté votre intervention hier à la tribune de l'Assemblée. Vous répétiez à plusieurs reprises « taxer, taxer, taxer ». On ne vous
savez pas aussi allergique aux impôts, au RN, et notamment dans la bouche de Marine Le Pen, ça n'a jamais été un tabou de dire que les plus fortunés, les plus riches et les classes aisées devaient contribuer au profit des classes populaires. C'est quand même une évolution dans votre discours aujourd'hui. Il n'y a pas d'évolution, parce que là, ce n'est pas les plus fortunés qui sont taxés dans les 19 milliards d'impôts. La taxe Zuckman, elle n'est pas dans le budget. C'est que les classes moyennes. Mais on sent bien que le gouvernement est prêt à faire un geste sur la taxation des plus riches. On verra, monsieur Wittenberg, parce que là, pour le moment, c'est que les classes moyennes. Donc vous voyez, c'est ça aussi le problème, c'est que toute la journée dans les médias, et c'est pas de votre faute puisque c'est les politiques qui le font, on parle des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires. Les gens attendent de la justice fiscale, mais à la fin aujourd'hui, c'est les classes moyennes. C'est la désindexation des retraites pour 3 milliards d'euros. C'est le gel de salaire de tous les fonctionnaires. C'est 10 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu des classes moyennes. Mais monsieur Donc Tanguy, en fait, quand on enlève un peu, si vous voulez, les paillettes, tout ça, à la fin, il n'y a que des taxes pour les classes moyennes. C'est pour ça qu'on s'y oppose. Puis des taxes aussi pour les TPE, PME. Parce que pareil, on dit oui, on va faire payer les multinationales. Tu parles. À la fin, c'est les TPE, PME qui payent. Et on a beaucoup d'usines qui ferment. Moi, dans ma circonscription, j'ai 2 usines en difficulté. Une à Pointe-Picardie, une à Bernaville, avec des ouvriers qui sont très inquiets. Et c'est normal parce que la moyenne d'âge sur ces usines, c'est 49 ans. Et c'est très difficile de retrouver un emploi. Monsieur Tanguy, toujours dans votre intervention que j'ai écoutée attentivement hier à l'Assemblée, vous avez affirmé qu'à la fin, c'est votre conviction, ce budget sera adopté par ordonnance. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'être aussi catégorique et d'avoir cette certitude? Mais déjà, les informations que j'ai de gens loyaux à Bercy envers le peuple français qui ne veulent pas qu'on fasse ce sale coup aux Français, vous vous rendez compte que les ordonnances, ce serait la première fois depuis le début de la Ve République. Mais c'est une hypothèse. Vous avez l'air de dire que c'est... ça y est, c'est acté, ça se fera par ordonnance, alors que le gouvernement, nous avions Amélie de Montchalin à votre place hier, disait non, ça ne se fera pas par ordonnance. Bien écoutez, nous verrons. En tout cas, moi, je suis très inquiet. On a 3500 amendements à étudier en seulement une grosse semaine. Et hier soir, en 4 heures, on en a fait seulement 24. Donc vous n'y croyez pas? Vous pensez que ce budget ne sera... Enfin, la première partie, les recettes ne seront pas votées d'ici lundi prochain? Je pense qu'ils veulent perdre du temps, beaucoup de temps, et qu'il n'y ait pas de vote. Et c'est très cynique, parce que je pense qu'ils veulent accuser le Parlement d'être responsable de la catastrophe budgétaire, alors que c'est Emmanuel Macron, depuis 8 ans, qui est responsable de la ruine de la France. Monsieur Tanguy, vous avez entendu la dernière... salve, si j'ose dire, des agences de notation, hier, l'agence Moody's, qui n'a pas déclassé la France, mais qui lui a lancé un avertissement, notamment à cause de son instabilité politique. Si ce budget, vous veniez de dire à l'instant que, vu le nombre d'amendements à peine votés, ça allait être très difficile. Si ce budget n'est pas voté, c'est un échec pour tout le monde, y compris à commencer par la France, qui empruntera plus cher sur les marchés. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt, vous aussi, à apporter votre pierre pour qu'il y ait un compromis? Mais nous, en commission... on a fait tout pour que le budget soit voté dans les temps. Et le Rassemblement national est le seul parti qui a respecté son quota d'amendements. On n'a même pas déposé 200 amendements, alors que je vous rappelle qu'on est le premier groupe de l'opposition, même le premier groupe de toute l'Assemblée. Et nous, on n'a pas du tout déposé trop d'amendements, on n'a pas fait d'obstruction. Vous savez qui fait de l'obstruction maintenant? C'est les groupes de la majorité. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Vous appelez ça de l'obstruction, il répondrait que c'est une façon d'être constructif, puisque le Premier ministre lui-même a dit que c'était co-construit. Oui, mais tout ça, c'est des mots. C'est pas possible. Quand on a un délai contraint, monsieur Wittenberg, si vous déposez trop d'amendements, il faut environ 5 minutes par amendement. Donc si vous déposez 3000 amendements, c'est que vous ne voulez pas tenir les délais. Voilà, tous ceux qui nous écoutent, ils savent compter. Donc là, il y a une volonté. D'ailleurs, quand la gauche le fait, par exemple au moment de la réforme des retraites, tout le monde disait « Ah ben, vous voyez, la gauche fait de l'obstruction. » Et c'est vrai qu'ils ont fait de l'obstruction. On n'a pas pu voter sur la réforme des retraites. Donc en fait, tout ce petit monde est toujours dans la politique du pire. Nous, on est toujours responsables. On ne fait jamais d'obstruction parlementaire. On dit ce qu'on a à dire. On bloque les impôts. On veut diminuer les dépenses, mais il ne faut quand même pas inverser les rôles. Monsieur Tanguy, vous avez présenté au nom du Rassemblement national un projet de contre-budget, c'était avant-hier, et vous estimez pouvoir, entre autres, il y a beaucoup de mesures, réaliser 15 milliards d'économies nettes, notamment dans les régions, qui rapporteraient 1,3 milliard d'euros, les coupes impactées dans l'appareil de l'État, qui rapporteraient 4 milliards. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous supprimeriez pour aboutir à ces économies très importantes? Là, c'est 20% d'économies sur toutes les subventions, les dotations et les impôts affectés qu'on fait, par exemple, aux agences que les gens connaissent bien maintenant, qui se sont multipliées et qui sont trop nombreuses. Et vous savez, on a découvert dans un rapport de l'Inspection générale des finances qu'il y avait 1,5 milliard de trésorerie excédentaire de ces agences. Il y a une demande de services publics aussi parmi vos les électeurs. agences, ce n'est pas forcément les services publics. Et c'est au contraire aujourd'hui, parfois les services publics non, sur mais le dans terrain. les régions, dans l'appareil de l'État. Les régions, les grandes régions, vous savez, sont très loin du terrain. Au contraire, nous, on veut plus d'argent pour les communes. D'ailleurs, on a voté 300 millions de plus pour les communes en commission et moins d'argent pour les très grandes structures sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois par exemple, les directrices d'école dans la ruralité. Parfois,
Parfois, elles doivent venir une heure avant la rentrée des classes, enfin tous les matins, le début des cours, gratuitement, tellement il n'y a pas de brasserie. Donc moi, je pense aux fonctionnaires sur le terrain qui ont trop de bureaucratie, trop de paperasse, ça coûte très cher et ça apporte rien aux Français, mais aussi aux fonctionnaires qui travaillent dur. Donc vous voulez changer tout cela. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, bonne journée, député RN de la Somme.